Donc moi j'ai parlé de climat à travers les âges, donc de paléoclimat. Alors pourquoi ce sujet? Parce que le GIEC a fait un premier volet de rapport en septembre-octobre dernier sur la physique du changement climatique, grosso modo. Et là-dedans, il y a plusieurs sous-rapports, plusieurs chapitres. Un d'eux, c'est le paléoclimat. Et c'est celui qui me branchait le plus, en fait, de la liste. Donc, j'ai commencé par ça. Alors, pour être très honnête, il y a un mix du nouveau rapport et de l'ancien rapport, parce qu'en reprenant le nouveau rapport, je me suis dit, ben tiens, ils vont tout remettre à plat. Et en fait, non, en fait, on est obligé de conjuguer un peu, parce que le nouveau rapport ajoute des éléments par rapport à l'ancien. Donc, vous verrez, dans les sources, il y a tantôt AR4 et AR5. AR, c'est Assessment Report, c'est les rapports d'évaluation. Donc, c'est AR4, c'est le dernier qui date de 2007, et AR5, c'est le nouveau qui date de fin 2013. Donc, deux grandes parties dans cette présentation. Une première partie où je vous dis rapidement comment on reconstruit les climats du passé, comment on arrive à savoir quels étaient les climats dans le passé. Et la deuxième partie où on regarde un petit peu les résultats de tout ça. Alors, dans la reconstruction des climats du passé, on s'intéresse en fait, on cherche deux choses. On essaie à avoir des infos d'une part sur quels étaient les moteurs du climat dans le passé, et d'autre part sur qu'est-ce qu'étaient les variables climatiques dans le passé, pour essayer de faire un peu le lien entre les deux et d'en tirer des enseignements sur la climatologie, les modèles, la manière dont tout ça fonctionne. Voilà. Donc les moteurs, ce qu'on pense conditionne le climat, et les variables climatiques, température, pluviométrie, etc. Il y en a tout un paquet, mais on s'intéressera à certains en particulier que vous allez voir. Alors dans les moteurs, premier moteur, facteur astronomique. Donc dans les facteurs astronomiques, essentiellement il y en a trois. Il y a l'excentricité de l'orbite terrestre, en fait c'est la forme de l'ellipse de l'orbite. Est-ce que la Terre va être plus ou moins près du Soleil à tel moment? Il y a l'obliquité de l'axe de la Terre, l'axe de rotation. Est-ce que le pôle est perpendiculaire à l'orbite ou est-ce qu'il est un peu incliné? Ça conditionne en fait quelle latitude va recevoir le soleil à 90 degrés en été ou en hiver, par exemple. Et puis la précession des pôles qui fait que à une date donnée, c'est pas toujours la même phase, c'est pas toujours la même phase qui va être présentée. Précession des pôles, c'est qu'au fil du temps, l'axe de rotation de la Terre, il tourne sur lui-même. Et donc, à un endroit donné de l'orbite, à un moment, tantôt, c'est le pôle sud qui va être le plus près, et à un moment, c'est plutôt le pôle nord qui va être le plus près. Voilà. Donc, tout ça bouge, et tout ça influe sur la manière dont la lumière du soleil est répartie sur la Terre, et c'est le premier facteur du climat. Donc, tout ça, c'est un truc qu'on reconstruit très bien. Ça, il y a l'astronomie, c'est quelque chose qu'on maîtrise, on sait remonter très loin et dire, voilà, l'orbite terrestre, l'obliquité de l'axe, l'excentricité des pôles, il y a 3 millions d'années, 4 millions d'années, 1 milliard d'années, c'était à peu près ça. Et on est assez fiable. Voilà. Donc là, vous avez un petit graphe qui vous dit les oscillations de ces différents trucs. C'est pas il y a des grands cycles qui se dégagent sans forcément être ultra réguliers non plus. Alors, là, ça se complique. Deux autres gros moteurs, le soleil, l'activité solaire et l'activité volcanique. Donc, un mot, l'activité solaire. Donc là, vous avez une reconstruction de l'anomalie, c'est-à-dire l'écart de température que génère l'activité solaire. Donc ça, on y remonte, on l'a reconstruit grâce aux mesures satellites. On a un recul de 30 ans. À l'observation des taches solaires que font certains astronomes depuis plusieurs siècles. Ça nous permet de remonter de 400 ans, avec plus ou moins de précision quand même, je pense à 400 ans. Et on a un certain nombre d'isotopes qui permettent de faire ça. On observe des isotopes dans les carottages, par exemple, ou dans les carottages, par exemple dans la glace, ou ce genre de choses. Et ces isotopes cosmogènes, c'est-à-dire suivant l'activité solaire, ils s'en forment plus ou moins dans l'atmosphère et ça se retrouve piégé. Et ça permet de remonter 10 000 ans en arrière. Au-delà, d'après ce que j'ai lu dans les deux rapports, on ne sait pas faire. Donc l'activité solaire, au-delà de 10 000 ans, on ne sait pas la reconstruire. Forçage volcanique et aérosol. Donc ça, c'est quand il y a un volcan qui explose, ça fait de la poussière et tout ça a des conséquences sur la lumière reçue, enfin l'albédo terrestre, le fait qu'il y a plus ou moins d'énergie qui est absorbée par la Terre, et également sur l'effet de serre également. Ça peut jouer sur l'effet de serre également. Pareil, mesure satellite depuis 30 ans.
Et puis après, dans le carottage glaciaire notamment, mais il n'y a pas forcément que les carottages glaciaires, on arrive à détecter les dépôts sulfurés des éruptions volcaniques et on peut remonter de quelques milliers d'années. Avant tout ça, visiblement on ne sait pas. Donc l'activité volcanique il y a 100 000 ans, aucune idée. Donc sur ces deux facteurs-là, au final, déjà, deuxième slide, on voit que le climat, les moteurs du climat, il y en a certains, on est absolument aveugle au-delà de 10 000 ans, des choses comme ça. Les gaz à effet de serre, autre moteur du climat. Alors, en haut, vous avez une reconstruction des concentrations de gaz dans l'atmosphère pour les trois principaux gaz à effet de serre émis par l'homme actuellement, mais qui sont, on va dire, font partie des quatre principaux, le premier étant la vapeur d'eau, CO2, méthane, protoxyde d'azote, N2O. Alors, pour avoir une idée de tout ça, on a les carottages dans les calottes glaciaires, on ressort les petites bulles d'air qu'il y a là-dedans et on regarde la concentration des différents gaz. Ça permet de remonter de quelques centaines de milliers d'années. Au-delà, j'ai l'impression qu'on ne sait pas faire. J'ai pas trouvé de truc explicitement, donc je ne peux pas vous dire absolument qu'on ne peut pas aller plus loin, remonter dans le temps plus loin pour ces gaz-là, mais je ne sais pas. Le seul où on peut aller plus loin, c'est le CO2, grâce au fait que le CO2 participe au cycle biologique. Donc c'est la vie qui nous permet de remonter au-delà du million d'années en fait, et visiblement uniquement sur le CO2. Alors sous plein de formes, parce que le CO2 en fait participe aux échanges de carbone, et que le carbone de votre corps c'est du carbone qui vient du CO2 atmosphérique qu'une plante a absorbé en faisant de la photosynthèse. Vous avez mangé cette plante ou vous avez mangé l'animal qui a mangé la plante, et ce carbone se retrouve dans vos tissus. Et donc il y a un certain nombre de choses qui varient en fonction de la concentration en CO2. Donc il y a certains animaux marins qui absorbent différents isotopes de carbone suivant la concentration en CO2 de l'atmosphère. Donc on analyse ces fossiles-là et on arrive à reconstruire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. La vie des sols aussi a différents isotopes du carbone qui vont être captés en fonction de la concentration atmosphérique. Donc en analysant les sols fossiles, on arrive à reconstruire des choses de l'ordre de quelques centaines de millions d'années. Également la densité des stomates des feuilles. Alors les stomates, c'est des petites pores dans les feuilles par lesquelles elles font leurs échanges gazeux, par lesquels elles respirent, on va dire. Et visiblement, cette densité de stomates dépend de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc je suppose, en faisant l'hypothèse que les plantes actuelles se comportent un peu comme les plantes il y a 100 millions d'années, ce qui est peut-être une hypothèse un peu forte, mais visiblement si on s'en sert, c'est qu'on estime que le risque est mesuré, on arrive à remonter avec des plantes fossiles sur 400 millions d'années. C'est-à-dire quasiment depuis l'apparition des plantes qui doit dater de peut-être 500 millions d'années à 400 millions d'années, quelque chose comme ça. Donc là, vous avez une reconstruction ici. Bien sûr, plus on remonte dans le temps, plus on est incertain. Donc voilà. Là, vous avez différents trucs. Les points verts, c'est les stomates. Les points rouges, c'est les isotopes carboniques dans le phytoplancton, etc., etc. Le bleu, ça représente un peu une barre d'incertitude. Donc, pour résumer sur les moteurs du climat, facteur astronomique, on remonte très loin, millions d'années, milliards d'années. Activité solaire, quelques siècles. J'oublie celui juste après. Forçage volcanique, donc activité volcanique, quelques milliers d'années aussi pour le Soleil, excusez-moi. Et sur les gaz, 1 million d'années pour l'ensemble des gaz à effet de serre, grosso modo, et on va au-delà de la centaine de millions d'années pour le CO2, avec une précision qui est ce qu'elle est. Donc les variables climatiques, bon, j'en ai gardé essentiellement 3, mais ça vous donne un peu l'idée. Ce qui est des températures, température, pluviométrie et calottes glaciaires, c'est-à-dire la taille des calottes glaciaires sur Terre. Donc typiquement Groenland, Antarctique, ce qu'on appelle les Islandis, donc les calottes posées sur un socle rocheux. On a des stations de mesure depuis une grosse centaine d'années, on va dire, donc qui permettent de mesurer un peu, d'avoir des données là-dessus. On sert des dates de vendange à différents endroits, parce qu'on sait que la date de vendange est... Alors quelque chose qui était très... date de vendange est quelque chose qui, en France en tout cas, dans beaucoup d'endroits, était très institutionnalisé. Il y avait un recueil avec un acte officiel qui déclarait la date des vendanges, avec des experts qui étaient chargés de déclarer la date des vendanges, et donc on a des traces sur plusieurs siècles
que telle année, dans tel village, la date des vendanges a été déclarée à telle date. Et en analysant si la date des vendanges était plutôt tardive ou plutôt précoce, on a déduit des données sur la pluviométrie et la température. Cerne des arbres, croissance des arbres liée à l'activité climatique, donc ça permet de remonter sur quelques siècles également. Si on est sur la température, on arrive à tirer des conclusions de la distribution des espèces de plantes et de plancton, suivant quand on trouve une espèce d'un type donné, on se doute que le climat était plutôt d'un certain type. Encore une fois, des ratios isotopiques thermodépendants, c'est-à-dire qui dépendent de la température moyenne, qui peuvent entrer en jeu dans les micro-organismes fossiles. Suivant la température, des micro-organismes marins vont avoir des ratios d'isotopes différents dans leur composition. Quelques millions d'années, ça permet de remonter. Ratio isotopique d'hydrogène et d'oxygène dans les corrotages glaciaires, quelques millions d'années aussi. Je crois que ça vient du fait que certains isotopes d'oxygène dans l'eau font que les isotopes lourds contribuent plus facilement à la calotte glaciaire. Donc quand il fait plus froid, ces isotopes-là gèlent en priorité et donc leur taux dans l'eau liquide diminue et donc en fonction de la composition des calottes glaciaires, on sait qu'ils étaient plus ou moins présents dans l'eau liquide qui a gelé à l'instant donné et donc il y avait une température plus ou moins forte. Bref. Pluviométrie, j'ai fait le tour. Si pluviométrie, on sert des spéléothèmes. Alors j'ai appris ce mot, c'est le terme général pour désigner les stalactites, stalagmites et tous ces genres de formations. J'ai pas creusé le mécanisme exact, mais je suppose que plus il pleut, plus il y a d'eau dans les grottes, plus les stalactites et les stalagmites poussent vite. Je présume que ça vient de là. Calotte glaciaire, satellite récemment, des observations sans doute faites par différents scientifiques avant les satellites. Et puis il y a aussi des ratios isotopiques, notamment l'oxygène 18 dans les fossiles et dans les calottes glaciaires, qui est un indicateur du volume de ces calottes. Plus les calottes sont grosses, si j'ai bien suivi le principe, comme l'eau qui contient de l'oxygène 18 gèle en premier, plus les calottes sont grosses, moins il y a d'oxygène 18 dans les océans, donc moins la nouvelle glace qui se forme contient d'oxygène 18. Donc on en déduit une taille, un volume global des calottes glaciaires. Voilà, donc pour les variables climatiques, vous voyez aussi qu'on n'a pas forcément une visibilité très longue. Il y a juste sur les calottes glaciaires, on remonte à quelques centaines de millions d'années. Pour ce qui est température, en fait, on est assez vite limité à 100-200 millions d'années. Donc, pour la reconstruction du climat, si on résume, donc on reconstruit d'une part les moteurs, d'un autre côté les variables. On a des mesures précises rarement sur plus d'un siècle. Après, on est plus ou moins obligé de reconstruire les choses avec des données incertaines et on dispose plus de mesures directes. Et pour les longues échelles de temps, même avant, on dépend souvent du vivant en fait. On se sert de l'intermédiaire de données qui viennent du monde du vivant pour arriver à reconstruire les choses. Et après, en fait, le reste, on essaie de le reconstruire avec des modèles, avec des extrapolations, ce genre de choses. Enfin, souvent avec de la modélisation. À partir d'une donnée de données de CO2, on va essayer de reconstruire la température qu'il pouvait y avoir à cette époque, par exemple. Plus on remonte dans le temps, moins c'est précis, bien sûr. Autant sur la valeur absolue de la donnée que sur sa datation. Un petit point sur le graphe qui vous dit qu'il y avait tant de CO2 il y a 300 millions d'années. Non seulement on n'est pas sûr de la valeur précise du CO2 qui était à cette époque-là, mais en plus on n'est pas sûr que le relevé qu'on a fait correspond bien à 300 millions d'années. S'il faut, il est quelques dizaines de millions d'années avant ou quelques dizaines de milliards d'années après. Dans l'épaisseur des sédiments, c'est pas évident à voir. Alors, maintenant on a vu comment reconstruire, on passe au climat du passé. Donc on va aller d'aujourd'hui à progressivement de plus en plus loin. Donc d'abord les 2 derniers millénaires, ensuite on va voir, donc 2 derniers millénaires grosso modo c'est l'âge récent. Après on va voir le dernier million d'années où il y a eu une succession d'âges glaciaires et interglaciaires. Et après les 500 derniers millions d'années où on n'a pas eu le même régime. Alors, le climat depuis 100 ans. Le graphe que vous voyez, il vous décompose les températures de surface. Donc là, vous avez le résultat global par rapport à une moyenne qui est prise à 0, je ne sais pas quelle année d'ailleurs. Et puis en dessous, vous avez la décomposition en différents composants.
activité solaire, activité volcanique et activité anthropique, donc les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, je vous remets juste quelques conclusions des rapports du GIEC, le dernier d'ailleurs. Ils vous disent en premier que le Soleil n'explique pas les températures qu'on observe, l'augmentation des températures depuis 1970. Voilà, donc ça contredit les gens qui vous disent que c'est le Soleil qui fait tout ça. Ils vous disent qu'on est relativement confiant que l'effet du Soleil va être beaucoup moins important que l'effet des gaz à effet de serre de l'homme. Et on vous dit que c'est extrêmement probable que plus de la moitié du réchauffement observé est dû au gaz à effet de serre émis par l'homme. Si on remonte à 1000 ans, pareil, ici une reconstruction des températures de l'hémisphère nord. Donc vous avez, c'est des reconstructions, donc vous avez plusieurs, ce que j'ai dit, plusieurs modèles qui font des reconstructions, qui n'arrivent pas tous au même résultat. Et la couleur en fond vous dit plus c'est sombre, plus les modèles sont d'accord, quoi. Donc grosso modo, la couleur en fond, c'est une probabilité que la température se situe dans cette fourchette-là. En haut, décomposition entre les trois mêmes facteurs, les volcans, l'activité solaire et les autres ce qu'on appelle forçages, c'est-à-dire les autres facteurs influents et notamment l'activité humaine. Donc tout ça vous donne quoi? Quelque chose qui ressemble à ça. Et on vous parle souvent dans cette période-là des 1000 dernières années dans l'hémisphère nord de petit âge glaciaire qui grosso modo allait de 1450 à 1850, qui est une période où il a fait un petit peu plus froid dans l'hémisphère nord, où les récoltes ont été moins bonnes et où ça a entraîné a priori quelques problématiques alimentaires et alimentaires notamment. Et on vous parle de l'optimum médiéval qui était un petit peu avant, 950 à 1250 grosso modo, où il a fait un peu plus chaud, où les récoltes étaient meilleures. Vous voyez que c'est pas flagrant hein, en termes de température, ça se joue à moins d'un demi-degré sans doute sur l'hémisphère nord. Et c'est pas explicitement marqué dans le rapport, mais quand on voit les courbes, je me dis que sans doute l'effet principal c'était l'activité solaire qui a joué dans ces cas-là. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est resté assez localisé, avec des effets très variés selon les régions, et quand on est à l'hémisphère nord notamment, l'hémisphère sud, visiblement, on n'observait pas la même chose, et peut-être même au niveau global, on n'observait pas de différence notable. Enfin, si différence notable il y a, puisque vous voyez que la courbe des températures, elle bouge pas non plus énormément. Et là-dessus, une autre conclusion du GIEC, c'est que grosso modo, la moyenne de température sur les 30 ou 50 dernières années, c'est quelque chose qui est relativement inédit depuis les 800 dernières années. Donc sur cette période-là, la période actuelle est globalement la plus chaude qu'on observe depuis 1000 ans. Alors, on passe à une autre échelle, dernier million d'années. Alors, première étape dans ce dernier million d'années, les derniers 20 000 ans, c'est la déglaciation. Donc, déglaciation qui a eu lieu grosso modo de moins 20 000 à moins 10 000, enfin moins 17 500 à moins 10 000. Donc, graphe de gauche, c'est la concentration en dioxyde de carbone dans l'air. Donc, vous voyez qui a bougé a priori à peu près de manière assez calée avec la température, avec un petit décalage mécalé. Vous voyez qu'il y a dans la déglaciation, il y a deux phases, il y a eu deux sous-périodes, avec un petit temps de pause entre les deux. Donc là-dessus, cette déglaciation, ça a été 3 degrés à plus 8 degrés selon les régions, entre 17 500, moins 17 500 et moins 10 000. Donc grosso modo, on a pris entre 3 et 8 degrés en 10 000 ans. Donc ça fait un demi-degré sur 1000 ans, et max 1,5 degré au plus fort 1,5 degré sur 1000 ans. Ça, c'est ce qu'on a pris, on a même pris plus en un siècle. Et ça, c'est une évaluation base de ce qui risque de... Donc 1,5 degré, c'est ce qu'on va très certainement, c'est même quasi sûr, prendre dans le siècle à venir. Au lieu de le prendre en 1000 ans comme la dernière déglaciation, on le prend en 100 ans, donc 10 fois plus vite à minimum. Encore une fois, augmentation du CO2 des dernières années, sans précédent depuis 22 000 ans. Si on regarde le niveau marin,
on voit qu'il y a eu une augmentation progressive du niveau de la mer, donc liée à la fonte des calottes glaciaires sur la même période. Et j'attire juste votre attention sur cette petite zone qui s'appelle Meltwater Pulse 1A, donc un pic de fonte des glaces. C'est 20 mètres en 340 ans, donc 5 mètres par siècle. Et ça, c'est relativement grand par rapport à ce qu'on attend suite au réchauffement climatique. Par contre, on s'attend à avoir peut-être 1 mètre à la fin du siècle, le grand max, et même après, une poussée au-delà du mètre par siècle n'est pas trop envisagée. Donc là, on est dans quelque chose qui est bien supérieur à ce qu'on s'attend à voir sur le changement climatique. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, c'est de l'ordre du millier d'années, même pas, de 340 ans. Et là, il y a eu 5 mètres, voilà. Alors, peut-être que le fait qu'on a moins avec le réchauffement climatique actuel, c'est que là, on partait avec des volumes de glace très conséquents et que maintenant, on part avec des volumes de glace sur Terre beaucoup moins. Voilà. Sinon, sur la déglaciation, en moyenne, ça a été 1 mètre et demi par siècle, c'est-à-dire un tout petit peu plus que ce qu'on prévoit à l'avenir. Voilà. Actuellement, la dernière année, enfin les dernières 20 ans, on était à 30 cm par siècle en vitesse d'augmentation. Donc, une période où quand même en termes de déglaciation et de montée de niveau de la mer, il y a quelque chose de beaucoup plus conséquent que ce qu'on attend d'avoir en termes de changement climatique actuellement. Après, il n'y avait pas toute la société humaine installée sur les côtes à cette époque. Ou en tout cas, ils n'étaient pas installés avec des édifices très durables, ils pouvaient lever le camp assez facilement. C'est pas comparable, enfin, la glace, enfin, le niveau de fonte des glaces, parce que là, les glaces, elles descendaient tellement basse qu'elles se prenaient... Là, elles prennent toute la lumière du soleil d'un coup, donc c'est logique qu'elles fondent super vite et qu'elles fondent super vite dès que ça chauffe. Effectivement, il y avait beaucoup plus de glace à l'époque, donc c'est d'un certain côté normal que ça fonde beaucoup plus vite aussi. Alors, si on regarde la dernière glaciation, dernière ère glaciaire, donc, on va dire globalement, la déglaciation a démarré il y a 20 000 ans, donc, et la glaciation avant a duré une centaine de milliers d'années. Donc, j'ai découvert en lisant les rapports que pendant cette dernière déglaciation, c'était pas un truc très tranquille avec une température froide et à peu près stable, ça a beaucoup bougé, et on a des traces d'événements assez abrupts. Alors, il y a deux types d'événements abrupts qui sont référencés. Ce qu'on appelle les événements Dansgaard-Oeschger, je ne sais pas si je prononce bien, il y en a eu 26, et ça c'est des réchauffements du Groenland de 8 à 16 degrés en quelques décennies. Donc c'est un truc absolument énorme, et suivi d'un refroidissement de plusieurs siècles. Donc le truc se réchauffe brutalement d'un coup, et puis on a quelques siècles pour revenir à une température basse. Donc vous voyez, c'est les pics qu'il y a ici. Alors ça c'est la quantité d'oxygène 18, et ça c'est la température. Donc là, il y a les numéros de ces événements, ils ne sont pas tous marqués. Vous voyez, il y a des réchauffements brutaux et une baisse. Alors, c'est quand même localisé au Groenland. Ce qui veut dire qu'en température globale moyenne, température mondiale moyenne, on n'observait pas forcément de changement abrupt. Mais il y a un effet spécifique qui se passait dans cette zone. Autre événement, les événements de Heinrich, on observe une grande débâcle glaciaire, donc une très forte libération d'icebergs dans l'Atlantique. On en a des traces parce qu'on trouve des sédiments dans le fond atlantique, des sédiments continentaux au fond de l'Atlantique, dont on suppose qu'ils sont venus transportés par des icebergs. Donc à un moment, il y a une grosse fonte, grosse libération de glaçons dans l'océan. Ça vient baisser la salinité surface, ça vient refroidir les eaux de surface, etc. Avec une montée des eaux de dizaines de mètres aussi, de manière très rapide. Donc tout ça, ça a généré des perturbations mondiales assez fortes, sans forcément modifier les températures moyennes globales. C'était assez localisé. Et on se demande si ça n'a pas été provoqué par des bouleversements de la circulation atlantique, donc du fameux Gulf Stream et toute la circulation thermohaline de la zone. Donc voilà, des événements très dramatiques, d'une ampleur assez considérable, assez localisés. Mais voilà, la dernière glaciation n'a pas été un long fleuve tranquille et on a des traces d'événements assez conséquents. Juste un petit mot du dernier interglaciaire. Donc on est dans un interglaciaire. Il y a à peu près 115 000 ans, il y en avait un autre qui s'est produit. Juste pour vous dire qu'ils ne se ressemblent pas tous, il y avait un niveau des mers supérieur de 5 mètres au niveau actuel au dernier interglaciaire. Voilà. Donc faut pas imaginer quelque chose interglaciaire et glaciaire, interglaciaire et glaciaire, complètement identique à chaque fois. Les choses changent à chaque fois. Ouais. Quelle était la température moyenne
à cet interglaciaire par rapport aujourd'hui? Je sais pas dire. Je sais pas dire. A priori, ça devait être assez proche, mais Je pense que je c'est peux pas te justement dire. à peu près la limite des plus de degrés qu'on ne veut pas dépasser. C'est possible. Je sais pas dire. Je sais même pas si je l'ai vu dans le rapport d'ailleurs. Donc ça veut dire que quand on dit qu'il ne faut pas dépasser plus de degrés, on croit que si on reste à 2 degrés, on va être safe. En fait, ça veut dire qu'à terme, il y a entre 5 à 10 mètres d'océan en plus, au niveau de la mer. Oui, je sais plus combien prévoit à terme. C'est dans très longtemps. C'est dans le Sur pire cas, quelques milliers d'années. 600 ans, le GIEC ne prévoit pas plus d'un Parce mètre que- de montée de l'océan. Mais ça, c'est un truc qui est une communication qui est nulle. Si on regarde, si on essaie de si on essaie de comprendre pourquoi la mer va monter surtout parce que c'est des vases communicants. L'eau qui est sur le Groenland, Bon, sur oui, oui. l'Antarctique, va aller dans la mer. Et c'est ça qui va faire monter la mer. Oui, mais pas à notre temps. Parce que... Ah, mais si, attends, je termine. On peut terminer, quand même. On peut changer entre nous. Et donc, tous les modèles montrent que 2100, c'est un moment où, de toute façon, la température va continuer à augmenter. Oui. L'effet de serre prend du temps pour que ça enclenche tous les résultats. Donc, c'est complètement idiot de se focaliser sur 2100. Ce qu'il faut se dire, c'est si on stabilise la température à tel niveau, donc, quelle sera la hauteur de la mer? Et moi, je pense Alors, Mais si ça monte en 10 000 ans, les gens ont le temps de bouger. Si ça monte en 2 jours, c'est... Là, le problème, c'est la vitesse. Mais effectivement, les prédictions, les scénarios qu'il y a au-delà. 10 mètres en 5 mètres en un siècle. C'est ce qu'il a dit. Non, les 5 mètres en un siècle, c'est ce qu'il y a eu la dernière déglaciation. Ce que prédit, enfin les scénarios, ce qui prédisent les modèles climatiques appliqués sur les scénarios d'émission, je crois que c'est à la fin à 2100, effectivement, c'est peut-être 1 mètre. Si on va au-delà, C'est de la bullshit, ça. si on va au-delà, on a plus. Quand on va au-delà de 2100, on a plus. Mais a priori, les gens sont relativement confiants qu'on ne fera pas 100 mètres dans le siècle à venir. Mais en fait, encore une fois, c'est pas le niveau absolu qui compte, c'est la vitesse de changement. Quand l'eau fond, il y a 2 effets compensateurs. Il y a d'une part, il y a un apport d'eau parce qu'il y a l'eau qui fond, mais il y a un apport de froid parce que c'est de l'eau froide qui fond, et donc qui fait que ça va entre guillemets refroidir les océans et donc ça ralentit l'expansion thermique. Donc quand l'eau du Groenland, enfin quand il y a de l'eau des calottes qui fond, ça va rajouter du volume d'eau, mais ça va refroidir l'eau qui va entre guillemets un peu la contracter. Donc il y a cet effet qui fait que de manière temporaire, l'augmentation est relativement lente. Et du coup, je comprends pas bien ta question. Ton truc, c'est que le GIEC devrait communiquer. Ton souci, c'est quoi? C'est que le GIEC devrait communiquer sur l'augmentation définitive à terme plutôt que l'augmentation à 2100. En fait, ce qui compte, c'est moins le niveau absolu que la vitesse. D'ailleurs, on va voir, parce que là, plus 5 mètres, c'est du pipi de chat, entre guillemets, par rapport à il y a 100 millions d'années où il y avait 0 calotte glaciaire sur Terre. Bien sûr. Oui, d'accord. Mais c'est la vitesse qui compte, la vitesse de changement qui compte, plus que Non, je pense pas. Non. plus que la vitesse absolue. En tout cas, Hervé Le Treut, il a présenté en Aquitaine un rapport Aquitain, une espèce de GIEC Aquitain, etc. Il communiquait encore sur 50 cm, parce qu'eux, ils sont encore plus en retard. Ils ne prennent même pas les derniers rapports du GIEC qui disent maintenant plutôt 1 mètre. Mais c'est des rapports qui sont anciens. Lisez Jim Hansen, sur le site de notre association. Lui, il annonce plusieurs mètres. Mais à quelle échelle? À quelle échelle? Alors, lui, il pense entre 1 et 3 mètres d'ici 2100, je crois, de mémoire. Mais Hervé Le Treut, je suis arrivé à le coincer à la sortie de sa présentation, parce que il ne voulait pas le reconnaître en public, que c'était pertinent de regarder plus loin que 2100. Et quand on a parlé de 5 ou 6 mètres, je ne me souviens pas exactement du chiffre, il a dit ça c'est l'affaire de 2200, 2300. Oui. C'est ça. Oui. Voilà. Oui. Bah là, je pense que Oui. d'accord, le GIEC le dit pas. Mais La question, c'est effectivement, politiquement, à quelle échelle il faut se fixer. Mais après, il se dit aussi qu'après 2100, on ne sait pas trop ce que sera la société humaine et quel sera le danger d'une montée des eaux à 3 mètres. Mais oui. Juste pour remettre les choses au clair, le potentiel, si tout la glace fonde, c'est 70 mètres d'élévation du niveau des océans. Et si vous regardez une carte avec 70 mètres de plus, vous reconnaîtrez le monde sans aucun souci, ça ne change pas grand-chose. Si ça se fait sur plusieurs millénaires, les gens ont le temps de se déplacer. La problématique des changements climatiques, c'est toujours une notion de vitesse.
J'avance. Même les gens de la Réunion n'existera plus, mais s'ils ont 10 000 ans pour déménager, il n'y aura pas de souci. Si ça se fait en 2 jours, ça pose un problème. L'horloge tourne, j'avance. On pourra continuer le débat autour d'un verre tout à l'heure. Je passe au dernier million d'années. Donc, vous voyez, donc là vous avez les concentrations de CO2, forçage astronomique. Delta SST, c'est Sea Surface Temperature, donc la surface de la mer, température de surface de la mer. La température en Antarctique, qu'on connaît un peu mieux à cause du fait qu'on reconstruit la température sur les carottages glaciaires, et le niveau de la mer. Donc sur le dernier million d'années, il y a une alternance grosso modo d'âge interglaciaire quand il fait chaud et glaciaire quand il fait froid. Les interglaciaires durent 10-20 000 ans et les âges glaciaires durent une centaine de milliers d'années. Voilà, moteur principal tout ça, forçage astronomique. On observe un fort lien avec le CO2, il y a un feedback. Alors là c'est le CO2 qui bouge après la température. Maintenant, on s'attend à ce que le CO2 bouge et donc que la température va suivre. Mais dans le passé, effectivement, ça a été le CO2 qui a suivi la température et qui a amplifié le phénomène soit de réchauffement, soit de refroidissement. Et c'est dû à quoi ce fait? Quand tu as le forçage astronomique pousse les choses à se réchauffer. En fait, je crois que le principal moteur, mais je dis peut-être une bêtise, c'est que quand l'océan se réchauffe, il relâche du CO2. C'est le principal moteur. Après, il y a tout un tas de trucs, biosphère, etc., les végétaux rentrent aussi en compte, les végétaux se développent, mais le principal moteur, c'est un océan plus chaud, absorbe moins de CO2, donc il en relâche plus dans l'atmosphère. Et vice-versa, quand il se refroidit, il en absorbe, et il y a un effet inverse. Les taux actuels de gaz à effet de serre sont les plus hauts depuis 1 million d'années dans l'atmosphère. Voilà. Alors, petite conclusion, parce qu'on entend des fois parler de le réchauffement climatique, c'est bien, ça va retarder le prochain âge glaciaire. Donc, ce que nous dit le rapport du GIEC, c'est que on est quasi sûr qu'il n'y a pas le début d'un prochain âge glaciaire, enfin, d'une prochaine glaciation en 1000 ans, et c'est sans doute pas avant les 50 000 ans à venir. Voilà. Au vu du forçage astronomique. Juste, Julien, justement, comment ça se fait qu'on n'est pas, parce que tu disais que le forçage astronomique, on est capable de le prédire jusqu'à des millions d'années en arrière, comment ça se fait qu'on n'ait pas une vision plus précise de la prochaine ère glaciaire, du point de vue de ces forçages? Je pense que ça dépend aussi à un moment d'un phénomène de seuil qui doit s'enclencher avec le feedback CO2 derrière. Je présume qu'il y a un peu de ça derrière. Julien, tu n'as pas parlé des forces intérieures de la Terre, c'est-à-dire du mouvement, du magma, etc., Ouais. des effets de tectonique des plaques, etc., qui peuvent aussi changer l'axe de la Terre, qui peuvent avoir l'effet sur. Alors, il n'y en a pas grand-chose là-dessus dans le rapport du GIEC sur les mouvements de plaques et leur influence. Alors, visiblement, au niveau à grande échelle, ça joue pas trop. J'ai l'impression que c'est des choses qui jouent plus sur la présence de montagnes ou non, et c'est des choses qui jouent sur le climat local. C'est-à-dire quand vous avez une montagne avec du vent qui arrive d'un côté, généralement il pleut de ce côté du versant de la montagne, l'autre versant est sec, et ce genre de choses. Donc. Mais tu as peut-être un complément. Sur des millions d'années, enfin, on regarde quand même, on sait à peu près la position des continents, ça change complètement, ça conditionne complètement la température, tout à fait. la position des continents. Oui, ça a un impact après sur la circulation des océans, etc. Mais je ne sais pas si en termes de température moyenne du globe, ça joue beaucoup. Je crois que l'Himalaya, ça fait baisser le CO2. C'est-à-dire que le CO2, là je m'aventure. Ouais. Il y a des vents et donc il attaque la roche, et donc le CO2 est dissous en trou carbonique. Donc il y a moins de CO2 dans l'atmosphère quand il y a des grandes montagnes qui se... Ok. J'avoue que c'est un truc que j'ai jamais entendu. Bon. Voilà, dernier million d'années, âge glaciaire, interglaciaire. Alors, juste pour attirer votre attention que ces périodes sont toutes différentes. C'est pas parce qu'on a une variable ou deux climatiques qui sont les mêmes qu'il y avait exactement le même climat au même endroit qu'aujourd'hui, dans ces périodes-là. Ça bougeait beaucoup. Les valeurs moyennes sont les mêmes, mais pas les valeurs locales. Les continents ne sont pas forcément au même endroit, les chaînes de montagnes ne sont pas forcément au même endroit, les espèces végétales, animales ne sont pas les mêmes. Voilà. Et puis il y a certains paramètres qui varient fortement. Le taux d'oxygène dans l'air n'est pas non plus le même en fonction des âges. Alors, on va encore plus loin. Alors, juste jouer une petite réflexion philosophique, j'ai réalisé ça. Les premiers hommes, le Homo habilis, il a fait les premiers outils il y a à peu près 2,5 millions d'années.
Donc l'homme, là vous avez 1 million d'années, c'est la succession d'âge glaciaire interglaciaire. Jusqu'à 3-4 millions d'années, vous aviez encore en fait une oscillation des températures qui suivait un peu ce rythme-là, peut-être un peu moins précis, mais un peu. Et donc il y a des êtres humains sur Terre depuis 2,5 millions d'années et des interglaciaires, c'est-à-dire des périodes où il fait chaud comme aujourd'hui, ils en ont connu des dizaines, voire des centaines. Entre guillemets, qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant tout ce temps? Alors Homo habilis est là, premier outil de pierre. Homo erectus sort d'Afrique il y a 2 millions d'années. Des périodes chaudes, il y en a connu plein. Les hominidés en Europe, il y a 800 000 ans, il y en avait déjà. Donc vous voyez, ils ont connu 5 ou 6 interglaciaires, période chaude comme aujourd'hui. L'Homo sapiens, il apparaît il y a 200 000 ans, donc s'ils se disent qu'ils n'étaient pas assez intelligents, c'est Homo sapiens qui arrive, qui est super fort, ben, il a connu déjà un interglaciaire et il ne s'est rien passé, pas de développement majeur de la civilisation. Alors moi, est-ce que tout était détruit, qu'il n'y en ait plus de traces depuis, mais ça me paraît un peu étonnant. Voilà, les rites funéraires, il y en avait déjà au dernier interglaciaire. L'Homo sapiens qui débarque en Europe, c'est au dernier âge glaciaire. Alors, est-ce qu'il a fallu attendre que l'Homo sapiens arrive en Europe et peut-être au Moyen-Orient, mais je pense qu'il y était déjà pour que la civilisation se développe, je ne sais pas. Mais bon, il y a quand même des périodes de temps énormes depuis la période historique, et l'homme, on ne peut pas dire qu'il a été bloqué par l'âge glaciaire, puisqu'il en a connu, des périodes hors âge glaciaire, quand même au moins une pour Homo sapiens, voire 2, et puis beaucoup plus pour les autres hominidés. Et ça n'a pas déclenché systématiquement l'émergence de la civilisation, tout ça. Bref, 500 millions d'années. La conclusion globale, c'est que là c'est le CO2, mais c'est lié à la température. Il fait beaucoup plus chaud. Il n'y a pas de glace sur Terre entre moins 70 millions d'années et moins 250 millions d'années. Pas de calotte glaciaire. Océan beaucoup plus haut du coup. Température plus haute. Il y a une forte période de glaciation il y a 300 millions d'années, grosso modo. Voilà, ce que dit le GIEC là-dessus, c'est que on a eu des températures de plus 5 degrés par rapport à aujourd'hui, ça a déjà existé. Les calottes glaciaires, c'est un phénomène plutôt rare dans l'histoire de la Terre. Et le climat chaud est plutôt lié à du CO2 présent. À chaque fois, il y a quand même le lien avec le CO2. Un dernier zoom. Alors juste, il faut attendre 5 ou 6 millions d'années pour retrouver les taux de CO2 qu'on a actuellement sur Terre. Et un dernier zoom, c'est sur le maximum thermique paléocène et Éocène. On observe une montée brutale de la température, plus 5 degrés en moyenne sur 10 000 ans, c'est-à-dire grosso modo 10 à 100 fois plus vite que ce qu'on va avoir dans le siècle dernier. Ça, on pense que c'est lié à un relargage des hydrates de méthane, donc le truc qu'on agite de temps en temps. Visiblement, ça serait passé là. C'est l'équivalent des émissions du siècle, de l'humanité du siècle prochain, enfin d'un siècle d'émissions humaines au rythme actuel, qui ont été relarguées dans l'atmosphère en très peu de temps, et ça a entraîné un réchauffement très abrupt de 5 degrés qui a mis 100 000 ans à se décanter. Voilà. Donc pour résumer tout ça, dernier million d'années, âge glaciaire, interglaciaire. Le climat a plusieurs fois connu des bouleversements assez dramatiques. Alors on l'observe bien dans le dernier glaciaire, mais toutes ces périodes-là, il y a sans du tout des bouleversements assez dramatiques, sauf qu'on n'a pas la résolution pour les voir maintenant. Donc des variations brutales, il y en a, mais il semble quand même que la période actuelle soit assez extraordinaire sur certains paramètres. Et on observe toujours à travers le temps une forte corrélation température-CO2. Voilà. Question, est-ce que le phénomène actuel est inédit ou pas? Je ne sais pas. Voilà.